Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Ceci est l'épisode bonus 45. Magnus, le grand transformateur. Alors dans son sermon daté du VIe siècle, le moine breton Gildas le Sage déclare en parlant de Magnus Maximus, et je cite: « Après cela, la Grande-Bretagne se retrouva privée de tous ses soldats et bandes armées, de ses gouverneurs cruels, et la fleur de sa jeunesse, qui partit avec Maximus, ne revint plus jamais. Et l'île, totalement ignorante comme elle l'était de l'art de la guerre, gémit d'étonnement pendant de nombreuses années sous la cruauté de deux nations étrangères, les Écossais à l'ouest et les Pictes au nord. » Sermon sur la ruine et la plainte de la Bretagne, Gildas le Sage, année 540. Gildas est un moine du VIe siècle, devenu célèbre au travers de ce sermon fleuve nommé, en latin, de Excidio et Conquestu Britanniae, ou en français courant, sur la ruine et la plainte de la Bretagne, un sermon destiné initialement à ses contemporains pour les appeler à plus de vertus chrétiennes, mais qui a connu une gloire longue durée puisqu'il est devenu l'une des sources majeures pour l'histoire de l'île de Bretagne au 5e et 6e siècle. Un texte très imparfait, bourré d'erreurs et de vraisemblances, mais qui reste l'une des rares sources à peu près contemporaines pour essayer de comprendre les temps troublés de la fin de l'Empire romain sur l'île. Alors, reprenons brièvement l'histoire de la guerre civile complexe des années 80. L'empereur Magnus Maximus est originaire d'Espagne, probablement de la région de Théodose dont il a prétendu être de la famille lors de sa prise de pouvoir. En tout état de cause, c'est sous les ordres de Théodose l'Ancien, le père de l'empereur d'Orient, qu'il va commencer sa carrière dans les années 60 et combattre les différents barbares et envahisseurs de 368, Pictes, Saxons, Irlandais et autres tribus patibulaires qui manquent de ruiner totalement l'île durant cette décennie troublée du règne de Valentinien Ier. Prenant apparemment la direction des troupes dès la fin des années 70, il devient l'homme fort de cette région, un peu excentré mais très militarisé, ce qui lui donne toutes les cartes pour se rebeller contre Gratien en 383 et s'emparer de l'Empire de l'Ouest pendant quelques années. Alors, est-ce que l'aventure de Magnus a sonné le glas des défenses romaines après le départ de la totalité des forces armées de l'île pour contrôler la Gaule avant d'affronter Théodose 5 ans plus tard en Croatie? On l'a longtemps pensé, avec la fin des traces archéologiques prouvant la présence des légions romaines en Bretagne, même si les historiens sont revenus depuis sur ce mythe tenace propagé par Gildas. Mais il est quand même probable que Magnus a dégarni l'île de beaucoup de ses troupes et de son administration pour se focaliser sur la priorité Gratien, puis Théodose dans les années 80, puisque c'était en Gaule, en Italie ou en Afrique que se trouvaient les provinces les plus riches de son nouvel empire très éphémère. Et par conséquent, pour garder l'île sous contrôle durant les années 80, une partie de l'autorité et des défenses des zones frontalières a été confiée à des chefs locaux, que ce soit les régions du Pays de Galles moderne attaquées régulièrement par les ancêtres des Irlandais, ou le nord de l'île, jamais conquis et toujours en lutte avec les Pictes et bientôt les Saxons. Maximus a dû déléguer la garde de ces territoires à des peuples autochtones semi-romanisés qui vont dans les faits devenir progressivement des zones tampons plus ou moins fidèles à l'Empire qu'ils sont censés protéger. C'est probablement de là qu'une grande partie des mythes et contes populaires gallois célébrant un certain Maxen Vledick, littéralement l'empereur Maximus en langue gaélique, sont nés. Du folklore qui célébrera jusqu'à l'époque moderne le bon empereur romain, en le présentant comme un véritable père fondateur de la plupart des petits royaumes gallois du Haut Moyen-Âge, voire des premiers rois de Bretagne. Une folklorisation évidente du rôle, sans doute pas tout à fait planifié de Magnus Maximus,
dans la mise en place d'une autonomie progressive de la Bretagne entre les mains de chefs locaux. Une autonomie qui sera parachevée au 5e siècle avec le retrait cette fois définitif de l'administration romaine. Car les Romains du IVe siècle, comme les hommes modernes, savaient déjà faire des analyses coûts-bénéfices, au même titre que les sociétés et corporations modernes. Au fur et à mesure que l'Empire devenait difficilement gouvernable et défendable dans son ensemble, ils ont accepté d'abandonner le contrôle direct des points les plus faibles et les moins rentables pour se concentrer sur le cœur de l'Empire et tenter de sauver les meubles. Une stratégie de gestion du déclin pragmatique, vieille comme le monde, dont l'île de Bretagne va commencer à faire les frais avec la tentative de Magnus Maximus, mais qui n'est que le prélude à la longue glissade à venir à travers l'Empire de l'Ouest. Et, sans que les détails exacts ne nous soient parvenus dans le processus, c'est apparemment le même modèle qui va être déployé à l'extrême nord de la partie continentale de l'Empire pour les Francs à partir du 5e siècle. Un retrait progressif de l'administration romaine qui commence à confier de manière plus ou moins claire les manettes à des chefs locaux pour suppléer à l'absence de troupes, maintenir l'ordre et protéger la frontière. Que ce soit dans le cadre d'un foedus officiel signé avec un représentant impérial ou par simple arrangement local opportuniste mis en place avec la déliquescence de l'autorité centrale. Est-ce que ces chefs locaux deviennent de véritables fonctionnaires romains, respectant les lois et les normes de l'Empire, ou est-ce qu'ils s'emparent juste des signes visibles du pouvoir pour bénéficier du prestige de Rome tout en gardant leurs coutumes et leurs traditions? C'est toute l'ambiguïté de la situation. Une ambiguïté que, dans leur propre intérêt, les chefs francs, comme ceux des régions frontalières de l'île de Bretagne, vont probablement maintenir pendant des décennies, jusqu'au jour lointain où la démonétisation de l'image de marque de l'Empire rendra caduque cette farce et que le régime politique né du chaos de la fin du IVe siècle abandonneront définitivement l'attachement au monde disparu de l'Empire romain. Une transition que n'observera jamais Maxence Vladig, l'empereur romain devenu héros des légendes galloises jusqu'à ce jour.